Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, une affaire qui secoue la République, l'affaire dite de perception de commission occulte pour déplacement de la CNSS à la Banque internationale du Bénin. Laurent Metognon, SPCA au moment des faits, a donc été présenté au procureur de la République hier. Il est donc retourné en garde à vue. Sa garde à vue a donc été prorogée de 48 heures. Nous ferons le débat dans un instant avec Roch Judikel Rouanou, directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Il sera face à Kadera Chirou qui nous présentera donc dans la première partie de Free Matin, la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce matin, nous avons les interpellations et garde à vue dans le dossier CNSS BIBE, le remous né du départ du directeur général de MTN Bénin, la présentation ou les diverses présentations du budget général de l'État exercice 2018 à l'Assemblée nationale et le recensement administratif à vocation d'identification de la population qui est toujours d'actualité. Avec la rédaction sportive, nous irons dans un instant sur les stades pour vous donner quelques informations sportives. Christina Seou est là pour nous présenter le journal. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. Nous parlerons de la présentation au procureur de la République du syndicaliste Laurent Metognon et des rumeurs concernant la fermeture du MTN après et suite à l'explosion du DG Stephen Blewitz. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Fraternité pour ouvrir cette une des journaux. Évidemment, Nadège, nous démarrons par le quotidien Fraternité qui affiche en manchette ce jour mauvaise gestion des ressources humaines. Les conseillers de l'Alliance Soleil dénoncent le maire de Tanguieta, toujours avec Fraternité. Garde à vue dans le dossier CNSS, la situation se complique pour Laurent Metognon, rapporte le Canard. L'Informateur en manchette, célébration de ses 50 ans d'existence avec un concert payant. La SCB se fout des Béninois, toujours avec l'Informateur en deuxième titre à la une. Déroulement du RAVI pour les prémices du succès de l'opération Matin Libre. Gouvernance à l'ère de la rupture du nouveau départ du Bénin révélé. Sale temps pour les insoumis. Le Canard affiche en manchette les photos de Martin Rodriguez, Sébastien Germain à Javon, Léa Divino-Soglo et Laurent Metognon. Toujours avec Matin Libre. Prorogation de la garde à vue de Laurent Metognon. Ses avocats face à la presse ce jour. Le FSP chez Nicéphore Dieudonné Soglo. Hier, nous restons avec Matin Libre, toujours à la une, pour protester contre la radiation du capitaine Trekpo Patrice. Cette centrale et confédération syndicale en sit-in lundi prochain. La Nation, Assemblée nationale, une proposition de loi sur la transhumance, toujours avec le quotidien national d'information, débat budgétaire du Parlement, les priorités pour l'agriculture, la justice et l'eau potable. Les Pharaons, 17e édition du SNAB, le gouvernement talon œuvre pour la promotion de l'artisanat. Nous passons au quotidien Le Matin, tentative de récupération politique du dossier CNSS, l'opposition réfractaire à la lutte contre la corruption, toujours avec Le Matin, traitement inhumain contre les migrants en Libye, le gouvernement libyen annonce de lourdes sanctions contre les auteurs. L'événement précis, persistance du trafic des faux médicaments après l'opération Pangea 9, une féroce répression programmée contre les récidivistes. Toujours avec l'événement précis, affaire placement d'argent de la CNSS à la BIBE, la garde à vue de Laurent Metognon pour Roger Azanaï se dit préoccupé. L'autre vision, soulèvement et contestation autour du lotissement, Jean-Claude Kodiak gagne le pari de la réconciliation à Sékou. La polémique autour de la célébration de la fête des natifs d'Alada du passé. Bénin intelligent, jeu universitaire du Bénin Jube, Omeki, mais les universités en compétition. Paris gagné pour Donald Alexis Akakpo.
Le défi d'une génération, le matinal affiche en manchette passage des ministres Adambi, Oussou et Dossoui devant le Parlement. Les priorités en énergie, agriculture et eau défendues. Toujours avec le matinal, proposition de loi sur la transhumance, stopper les conflits éleveurs-agriculteurs. Le challenge, expulsion du DG MTN du Bénin. Voici les 3 raisons de l'exit. L'axe Cotonou-Pretoria imperturbable. Toujours avec le challenge, tournée de l'AIC dans les collines. Le président Mathieu Adjovi satisfait, contente et motive les producteurs. La presse du jour, budget 2018 du MAEP, Dossoui justifie ses priorités devant les députés. Notre époque, 17e salon national de l'artisanat du Bénin SNAB, l'économie à partir des entreprises artisanales. Le Béninois libéré, interpellation et garde à vue de tous les autres membres du conseil d'administration de la CNSS. Trop d'erreurs politiques. Où sont passés les conseillers de talent? S'interroge le journal. On appelle ça frayer le chemin à l'opposition. Yahi Javon, Azanaï, Saleh, Atao et Rodriguez jouissent, constate le Canard. Toujours avec le Béninois libéré en vue de mettre fin aux récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Bian et Roundété trouvent le remède avec une proposition de loi. Le grand jury. Fin de séjour du directeur général de MTN Bénin. Le gouvernement met un terme aux activités attentatoires d'un Sud-Africain dangereux pour l'axe Cotonou-Pretoria. 135 milliards de francs CFA de dette sur fond d'anarque et d'irrespect au gouvernement béninois. Libération, programme d'investissement public au titre de l'année 2018. Plus de 470 milliards de francs CFA dans 277 projets socio-économiques. Un point d'honneur sur l'eau et l'énergie. Le quotidien Nokwe. Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, le rapport d'audit disponible fin novembre, rassure José Didier Tonato. L'opinion aujourd'hui, ouverture solennelle des 7e juges universitaires du Bénin, les compétitions relancées sous l'égide du ministre Oswald Omeki, l'économiste, destitution tous azimuts des maires au Bénin, un frein au développement à la base et classement des pays bien gouvernés d'Afrique, le Bénin 14e sur 54 États étudiés. Et nous finissons avec l'économiste qui nous parle de bourse régionale des valeurs mobilières. La BRVM ouvre en baisse. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Nous passons au journal, une présentation de Christina Séou. Bonjour chers internautes. Par décision numéro 2017-263 du 17 novembre 2017, l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste a mis en demeure l'opérateur Spatel Bénin SA de se conformer aux obligations financières relatives aux redevances de fréquence au titre des années 2016 et 2017. En effet, le Conseil de régulation a été saisi du rapport présentant la situation de recouvrement des redevances de gestion et d'utilisation des ressources en fréquence des opérateurs de réseaux mobiles de télécommunications qui révèle que l'opérateur Spatel Bénin SA est en situation irrégulière. Un peu avant cette décision, l'ACEPT, suite à l'exclusion du territoire béninois de Stephen Blewit, directeur général de MTN Bénin, pour avoir mené des activités attentatoires à la sécurité et à l'ordre public, selon le contenu de l'arrêté ministériel. Mais depuis lors, des rumeurs selon lesquelles la société verra les portes fermées circulent un peu partout, suivant les réactions de quelques abonnés de MTN Bénin. Lorsqu'on dit rupture, selon moi, je crois que c'est le fait de tout changer. Des mesures comme ça doivent être prises pour sanctionner. Et je pense déjà même que ce que l'État vient de poser comme acte est déjà une meilleure manière de commencer les choses. Parce qu'il faut quand même qu'on arrête ça, quoi. On doit vraiment bénéficier de quelque chose de bon venant des opérateurs GSM. Moi, je ne pense pas que cette décision du gouvernement qui expulse le DG de MTN Bénin ait des répercussions sur la société, parce que le directeur général expulsé n'est qu'un ordonnateur. Disons que c'est un employé entre griffes. Donc les activités de MTN Bénin prospèrent normalement. La belle preuve, depuis que cette décision est arrivée, on consomme. Je fais mes opérations mobile money comme cela se doit. Donc pour moi, cette décision ne peut pas influer, ne peut pas perturber l'évolution normale des activités sur le réseau de téléphonie mobile MTN. Nous avons des sociétés au Bénin, nous avons des structures, donc il se fait que le gouvernement est en train de faire, je ne sais pas si c'est un limogeage ou bien un remaniement. Une fois que ça n'a pas d'effet sur nous, notre structure nationale, je ne sais pas ce que ça a fait aussi avec notre affaire de mobile money. C'est mon compte, mais
bien vrai, je sais pourquoi les gens en craignent. Parce que nous avons déjà vécu avec certaines structures en appelant ICC Service qui a fait. Peut-être c'est de ça. Mais de ça là, moi je sais que ça ne serait pas ainsi. MTN Mobile Money est une structure qui a reçu l'agrément qu'il faut de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une société agréée. Et comme je l'ai dit, la belle preuve est que depuis que cette situation est venue, MTN Mobile Money n'a pas connu de perturbations. Vaut mieux, comme on le dit, prévenir que guérir, c'est pas. Plutôt prévenir que... Voilà. Donc il faut faire les choses comme ça et anticiper sur les faits pour être, je vais dire, plutôt à l'aise. Nous sommes également champions en intoxication, dans les spéculations. Il suffit donc d'un petit coup et puis voilà, on s'enflamme. Donc les différentes préoccupations des populations ne sont pas fondées. MTN Bénin continue et continuera toujours par exercer ses activités. Laurent Métognon a été présenté au procureur de la République hier mardi 21 novembre 2017. Face au magistrat, le syndicaliste n'avait pas eu droit à un interrogatoire, comme beaucoup l'espéraient. Il lui a été juste notifié la prolongation de sa garde à vue pour 48 heures. Après cette formalité, Laurent Métognon a été convié à retourner à la brigade économique financière où il séjourne depuis vendredi. Après la bastonnade des reporters de Zaï TV et la destruction des matériels par le président de l'USS Traqué, plusieurs acteurs et associations fêtières se sont indignés contre cet acte ignoble et réclament que la justice soit faite. C'est le cas du CNPA. Suivons ensemble Basile Chibozo pour plus d'explications. C'est une situation assez regrettable et inadmissible à la fois, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 2017, il puisse y avoir encore des personnalités de ce genre-là qui ont de ces attitudes totalement abjectes et regrettables vis-à-vis des hommes des médias. Je crois que le PM a déjà enclenché une situation du genre. Nous sommes en train d'observer un peu, disons, la situation, pour voir ce que nous avons décidé au niveau du CNPA. Maintenant, déjà, nous approuvons totalement la démarche de l'UPMB qui consiste à saisir le procureur de la République pour porter plainte contre Inks. Mais au-delà de ça, je voudrais questionner particulièrement la personne de Magoula Oké, qui est après tout le vice-président de la Fédération béninoise de football, et qui se comporte ainsi. Deuxième chose, Esaïe TV, et Esaïe TV est une télévision qui est un club de football et qui par conséquent est membre de la fédération. Puisque le PDG, je crois, le fondé de Esaïe est membre de la fédération de football, au même titre que OK, Magoula. Et ça, on ne se comprend pas qu'entre membres, eh bien, on puisse avoir ces comportements-là. Mais plus grave encore, je voudrais reprouver un peu le silence du président Dangereux Moucharaf, qui depuis ce jour-là n'a même pas réagi. Un, par rapport à la situation d'un journaliste battu sur le front du sport. Deux, d'un membre, son vice-président, qui a agi vis-à-vis d'un autre membre pour lequel il n'a pas réagi. Ça frise une sorte de cacophonie au niveau du bureau de la Fédération béninoise de football. Je crois que c'est regrettable, c'est dommage, parce que quand on fait toutes ces analyses croisées là, on se rend compte finalement que il y a une situation qui peut au prou débouche finalement à cette fatalité-là qu'on observe au niveau des journalistes. Je crois que c'est regrettable et ce n'est pas acceptable. Je profite pour signaler un autre fait qui prouve à suffisance combien de fois c'est une constance au niveau de la bastonnade ou de la négligence ou de la diabolisation des journalistes sportifs. J'ai reçu ici un courrier de, je crois, l'association des journalistes du Bénin qui m'a saisi déplorant une situation dans laquelle ils ont été bafoués, minimisés, piétinés lors des reportages sur le terrain de football. Je dis bien l'agent des journalistes sportifs. Ça veut dire que ça devient une constance. Ça veut dire qu'au niveau de la fédération de football, les journalistes ne sont pas pris en compte dans l'organisation générale, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas respectés, et ça devient récurrent. Et ça pose que il faut vraiment qu'on y mette un thème. Moi, je lance un appel ici et maintenant à tous les journalistes en général et à tous les partenaires de presse pour qu'ils se tiennent prêts à engager des actions d'ici là à toute personne qui tenterait encore une fois à la vie
à la vie des journalistes. Parce qu'après tout, en tant que patron, c'est nous qui avons la rédaction, mais ce sont nos employés, ce sont nos collaborateurs. On ne peut pas les laisser parce que, eh bien, une atteinte physique contre eux nous engage au plus haut point. Nous engage au plan à la fois moral, administratif et puis juridique. Donc on ne peut pas laisser faire cela. Et je demande à ce qu'aucun patron de presse ne laisse une situation de ce genre-là qui arrive à son journaliste, eh bien, en perte et profit. Il faut qu'on réagisse spontanément. D'autant plus que je souhaiterais que, eh bien, le CNPS soit saisi de cette situation-là. Au-delà de la TV, toutes les personnes, tout acte attentatoire contre les journalistes, eh bien, doit être pris en compte sérieusement par les patrons en général, par le CNP en particulier, pour pouvoir réagir. Donc voilà ce que moi je voudrais dire par rapport à la situation. Et souhaiter vraiment qu'il y ait un dénouement heureux. Et souhaiter que, eh bien, la gendarmerie de Craqué puisse se tenir dure, parce que j'ai appris aux dernières nouvelles que le mis en cause, Magloire, n'a même pas au pays. Il n'a même pas pu devoir répondre à l'invitation de la gendarmerie de Craqué, ce qui en soi est un gauchisme monumental, parce que ça prouve la suffisance, comme des fois, eh bien, on ne respecte pas même les institutions, eh bien, qui nous gouvernent. Quand on est vice-président d'une fédération, la moindre des choses à faire, c'est de répondre de ces actes. Le fait qu'il ne soit pas là prouve à suffisance que, eh bien, il y a quelques problèmes d'option par rapport à ce monsieur. Je souhaite que la justice aille jusqu'au bout. Je souhaite que le procureur qui a été saisi par l'UPMB, eh bien, puisse agir. Je souhaite que ça s'arrête. Il faut qu'on dise basta ya face à cette situation de banalisation et de fragilisation des mondes des médias en général, des patrons de presse en particulier. Merci pour votre attention. Agréable journée à vous. Merci à vous, Christina Séo. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Nous passons au débat avec Roch Judikel Rouanou, directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Nous parlerons donc de Laurent Métognon. Les sports sur Free Matin, après quelques années de suspension, les Jeux universitaires du Bénin ont repris. Le lancement de l'édition de cette année a eu lieu hier mardi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est le ministre Oswald Romeki qui a procédé donc au lancement de ces Jeux. Après le lancement officiel des JUB 2017, il a été effectué une caravane à travers la ville de Cotonou où la flamme de jeu a été allumée. Il faut préciser que plusieurs universités privées comme publiques s'affrontent dans 3 disciplines, le foot, le handball et le basketball, avec la participation de 1000 athlètes, de 100 officiels et de près de 6000 spectateurs. C'est la fin donc de cette virgule sportive. Le débat sur Free Matin, Roch Judikel Rouanou, bonjour. Bonjour Nada. Bienvenue sur Free Matin, Kadera Chirou. Nous sommes là pour le débat. Nous parlons donc de Laurent Métognon. Il a été présenté au procureur de la République hier mardi. Il lui a été notifié que sa garde à vue se prorogeait. C'est bien ça. On va commencer par Kadera Chirou. Merci pour l'honneur que vous me faites de me prononcer en premier sur ce sujet assez d'actualité aujourd'hui au Bénin. J'aimerais dire d'abord en premier lieu qu'il faut observer que le gouvernement actuel s'inscrit dans une dynamique pas très noble. Pas très noble parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a eu d'autres gardes à vue au-delà, en dehors de Laurent Métognon. Ce qui aurait pu être fait depuis le moment ou depuis le premier jour où ils ont décidé d'écouter Laurent Métognon. On devait écouter aussi tous les autres qui sont là, puisque en tant que président du conseil d'administration, sa voix n'était pas prépondérante. Et comme je l'ai fait observer hier déjà brièvement, le gouvernement qui s'est arrogé le titre de tribunal et qui a statué sur la question à travers son ministre des Finances, qui, à la finalité, après avoir dit ou évoqué en conseil des ministres qu'il s'agit d'un placement hasardeux, ce qui n'existe en aucun cas en termes d'infraction pénale, ce n'est dans aucun test, vient organiser une conférence de presse pour se prononcer sur un dossier qui est pendant devant les juridictions compétentes qui seront amenées à élucider l'affaire. Je dis en ce moment-là, il ne s'agit plus du ministre des Finances, mais peut-être de l'auditeur des Finances qui est en sa qualité. Et j'aimerais dire par rapport à ce fait spécifique qu'il faut, au-delà de tout ce qu'on assiste aujourd'hui au niveau des amis, camarades et parents de Laurent Métognon, ce qu'on voit aujourd'hui, ils vont s'agglutiner, que ce soit devant la PEF ou ils vont s'agglutiner de la Bourse du Travail pour dire on fait conférence de presse, on va à Africa numéro 1, on va sur les chaînes internationales pour essayer quand même de se prononcer. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en face d'un gouvernement, au-delà de tout, qui n'est pas tapageur, qui est moins hyper médiatique, quand bien même il y a eu un lynchage
médiatique qui a été faite depuis le début. Et c'est là où je veux quand même déplorer ce que fait la procédure, la démarche de ce gouvernement actuel, où on fait une préparation psychologique de l'opinion. Déjà, il y a cela 3 mois déjà, à travers certains journaux que je ne vais pas citer ici, on a déjà envoyé des titres comme quoi Laurent Metton était au cœur d'un scandale financier. Ça a été le titre de certains journaux qui ont pris à tour de rôle pendant des semaines données. Après cela, on a estimé le scandale à hauteur de 45 milliards. Après, on est revenu à 20 milliards. Et aujourd'hui, on nous parle aujourd'hui de 17 milliards. Ensuite, on dit maintenant que c'est 111 millions. De 111 millions, maintenant, on vient à 2,5 millions. J'aimerais dire aux dirigeants actuels qu'il ne faut pas oublier le passé. Et quand on agit, il faut toujours agir en prenant date dans l'histoire. Il faut agir pas pour plaire peut-être à quelqu'un ou pas pour plaire. Parce que ce qui se passe là frise beaucoup de l'amateurisme, à telle enseigne que je puisse dire que le chef de l'État est le chef d'orchestre de tout ce qui est organisé là. C'est une affirmation qui n'engage que vous, Kader Achirou. Tout à fait, qui n'engage que moi. Parce que quand on voit la démarche, je dis ça frise vraiment à de l'amateurisme. Parce que comment vous pouvez aller interpeller quelqu'un? Vous allez l'interpeller, vous lui dites qu'il doit être gardé à vue pour placement hasardeux. Ce qui n'est, vous pouvez le garder pour être acte anormal de gestion, ce qui est totalement prévu dans les tests, si réellement il y a eu perte des fonds, alors qu'il n'y a pas eu perte encore. Encore que si peut-être il devait avoir perte, si peut-être tout ça est en train d'être passé au pain fin, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être racheter cette banque. Et vous dites que la banque est en faillite. Comment une banque peut être en faillite comment une banque qui est en faillite, on n'a pas prononcé sa liquidation? Et que l'UEMOA, qui a été interpellé à plusieurs reprises par le chef de l'État Pagboni à l'époque pour venir peut-être statuer et revenir en renfort à cette banque, n'a pas décidé qu'on puisse arrêter les activités au niveau de cette banque. Je pense que le ministre des Finances aussi, du rôle de son encyclopédie, tant au niveau des situations économiques, ne puisse pas faire la différence ou le discernement entre une banque en faillite et une banque en difficulté. Je pense que quand une banque est en difficulté, on ne peut pas quand même empêcher à des gens de peut-être faire des placements. Peut-être on peut peut-être s'en prendre à l'esprit de décision pour dire mais pourquoi ils ont choisi cette banque en difficulté alors qu'il y a des banques qui offraient le même taux et qui pouvaient peut-être faire le travail. Et dans le même temps, il y a encore des arguments qui peuvent être brandis et qui peuvent être aussi percutants que pertinents au-delà des affirmations hasardeuses qui se font de part et d'autre pour dire quand même que le placement a été fait peut-être pour sauver, pour redorer l'image de la banque. Parce que quand vous faites un placement, au-delà du fait que c'est bénéfique pour vous la structure, mais ça aide au moins la banque aussi à tourner. Donc peut-être la CNSS a voulu faire ce placement dans une banque nationale pour essayer quand même de redorer le blason, redorer l'image de cette banque. Donc je pense qu'il y a tout cela qu'il faudrait prendre en compte au lieu de rester là à spéculer, à faire des affirmations hasardeuses, des affirmations n'importe-pièce sur des personnes qui sont peut-être des adversaires politiques pour pouvoir essayer de peut-être les ruiner, pour pouvoir essayer peut-être de ternir leur image. Et de freiner un peu leur élan aussi. L'objectif de cette cabale aujourd'hui, c'est de prouver à l'opinion que voilà Laurent Metton qui vient se passer pour un blanc-seing, qui tout le temps été syndicaliste, voilà ce qu'il est. Alors, et j'en finirai par rapport aux dites commissions dites occultes. Ces commissions occultes sont des commissions coutumières dans les diverses actions qui se passent dans ces milieux de placement. Quand on me dit même que quelqu'un a perçu une commission occulte de 111 millions, on s'arrête là. Pour le placement de 17 milliards, je ne pense pas que Laurent Metton soit aussi con. Je ne pense pas que l'ensemble du conseil d'administration soit aussi des idiots ou des godillots pour percevoir 111 millions sur 17 milliards de placements. Pour avoir risqué peut-être parce que c'est un risque en fait quand vous faites un placement, parce que vous pouvez le perdre le placement et quand vous perdez le placement c'est votre responsabilité qui incombe. Alors comment on peut prendre 111 millions pour 17 milliards? Je pense que ce qui a été fait, c'est des choses qui ont l'habitude d'être faites quand même, que la banque donne peut-être pour encourager les uns les autres peut-être à maintenir, c'est une stratégie peut-être de la banque pour maintenir leur clientèle. Ils ne sont pas allés demander cela, et dans n'importe quelle autre banque qu'ils auraient eu à faire ce placement, il y aurait eu forcément des ristournes. Et quand on parle de ristournes, ça peut être peut-être, vous avez vu, on a le directeur de la Bible dit qu'il a offert du champagne à hauteur de 200 millions. Ça peut être peut-être des cartons de champagne, ça peut être pas forcément de l'espèce, ça peut être des biens matériels. Non? Merci à vous, Kader Achirou, on a compris un peu. Je pense qu'il faut dépassionner le débat. Il faut que les gouverneurs actuels, s'ils veulent vraiment élucider, il faut que Laurent Metton également réponde de ses actes. Il va répondre, il va aller au tribunal. Et vous allez voir qu'après, à la finalité, on va prononcer encore un non-lieu. Mais on le regarder quand même. On le regardait à vue. Oui, je pense que quoi qu'on dise, on ne peut pas empêcher le peuple de penser qu'il y a un peu de la politique dans cette affaire. Et quand nous prenons d'abord sans commentaire la chronologie des faits, le peuple béninois a été informé via un conseil des ministres qui dit que les responsables de CNSS, de la caisse, ont fait un placement hasardeux de 13 milliards de francs CFA qui a généré des commissions, lesquelles commissions ils appellent occultes, de 111 millions aujourd'hui.
Et on nous dit que pour ce fait, il faut qu'ils répondent de leurs actes. Mais à aucun moment, on nous a dit que, on n'a pas dit que ces fonds ont été perdus. Nous n'avons pas perdu les 13 milliards. Et on nous dit maintenant que Laurent Metognon, qui était à l'époque président du conseil d'administration, doit répondre de ces faits. Alors que Laurent Metognon explique le fonctionnement du conseil d'administration au niveau de la caisse. Il dit qu'il n'a aucun pouvoir de proposer à la maison des placements de ce genre. Et que c'est d'abord le directeur général de la société et son adjoint et le financier de la maison qui se réunissent pour faire qui se sont réunis pour faire une proposition du genre. Et que lui, en tant que président du conseil d'administration, il n'a aucun droit de leur dire, écoutez, ce n'est pas possible de placer ou c'est possible de placer. Tout ce qu'il lui revenait à faire, c'est de convoquer le conseil d'administration. Et devant le conseil d'administration, les responsables de la caisse planchent pour expliquer le bien fondé de leur opération. Laurent Metognon dit qu'à l'époque, la banque n'a jamais été déclarée en faillite. La banque avait des difficultés, certes. Là, une commission de l'UEMOA était venue faire un contrôle dans le pays, mais les autorités béninoises, c'est-à-dire le gouvernement en place, et puisque l'administration a une continuité, le gouvernement en place estime à négocier avec l'UEMOA pour que l'agrément ne soit retiré à la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a décidé d'aider la banque. Donc, comme l'a dit Kadé Achirou, je pense qu'on peut même estimer que ce placement de la caisse est un peu comme pour venir en aide à une banque agonisante et que les pouvoirs en place aussi voulaient coûte que coûte relever. Dans la mesure où Laurent Metognon ajoute une autre explication, c'est-à-dire il dit que avant même le placement, ils ont écrit à un ministre qui leur a dit, qui lui a répondu aussi par écrit, qu'il est possible que la banque a les coudées franches pour garder un placement de ce genre. Voilà les faits. L'autre chose, on nous parle de commission occulte. Vous savez, il y a dans des pays, il y a des gens même qui ont pour job de faire ce genre de négociations. Je vais vers une entreprise, je suis intermédiaire avec la banque, c'est moi qui négocie, on place, et au niveau de la banque, il y a une communication, et c'est à moi on donne, et c'est à moi qui sais comment gérer de l'autre côté. Et c'est parce que c'est presque des choses formelles et informelles au niveau de ces banques. Et je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants de ces banques, parce qu'entre-temps, on a reçu 13 milliards, et que dans les livres de la banque, on doit pouvoir dire, on a dégagé telle commission, sans pour autant forcément préciser pour qui on a remis. Laurent Metognon et le gouvernement, en faisant ce constat, renvoyé le dossier à la justice, c'est-à-dire le procureur qui a renvoyé par la suite à la BEF pour auditionner les gens. Et coup de théâtre aussi, là, on voit que le directeur, celui-là qui est supposé déclarer, remettre soit 11 millions, avec preuve, à Laurent Metognon, dit avoir remis 2 500 000. Sur 13 milliards de risqués, qu'on nous dit. 2 500 000 et par personne est imposée. Par personne est imposée. Laquelle personne aujourd'hui, on n'a pas encore vu pour faire la confrontation avec Laurent Metognon. Et il dit que la personne a dit qu'elle serait allée lui remettre cette commission à son bureau à la Bourse du Travail. Ce que l'intéressé dit qu'il n'a jamais de bureau à la Bourse du Travail. Finceta Finance, il a son bureau au niveau du ministère des Finances. Je pense que quand on rapporte les faits comme ça, on n'a plus besoin de faire de commentaires. On n'a plus besoin de faire de commentaires. On pourra aisément laisser le peuple, chacun, tirer les conclusions. Et je me dis peut-être que c'est un coup de théâtre dont on aurait dû nous épargner. Le pouvoir pourrait peut-être gérer ce dossier peut-être autrement, sans les coups d'éclat que nous voyons, sans les communications à outrance ici et là. Et Kadé Achirou a parlé un peu de l'agissement des amis de Laurent Metognon. De la classe politique, de l'opposition précisément. Bon, des amis de Laurent Metognon, je vais dire, parce que jusqu'au Bénin, aujourd'hui, il n'y a pas encore une opposition formelle et c'est aussi décevant. Je pense que les choses ont toujours fonctionné ainsi dans ce pays, le Bénin. Et surtout que Laurent Metognon est syndicaliste. C'est normal, c'est humain
qu'il bénéficie quand même d'une certaine solidarité de ses pairs. Je ne vais pas condamner quand on voit aussi plusieurs communications qui viennent en soutien au gouvernement et plus singulièrement même au président Patrice Talon et qui disent Patrice Talon doit aller jusqu'au bout. Patrice Talon, non. Je pense que des deux camps, il faut rester serein et laisser la justice trancher. S'il n'y a pas de pièces, parce qu'en matière de justice, c'est les preuves qui comptent. S'il n'y a pas de preuves pouvant inculper quelqu'un, je pense que le juge des libertés est là. Et même s'il y a peut-être une main politique derrière, le juge des libertés saura dire non, écoutez, nous sommes en train de tordre le cou au droit et nous sommes en train de nous faire du mal. Nous sommes et ça peut nous rattraper à tout moment. Nous sommes même en train de nous ridiculiser aux yeux du monde entier. Et sur le plan international, ce n'est pas une bonne image pour nous, Kader Achirou. J'aimerais quand même ajouter à l'argumentaire de mon vis-à-vis qu'à l'étape actuelle du dossier, ce dossier qui est devant les juridictions compétentes, au-delà du fait que l'opposition, ce qu'elle fait, elle doit beaucoup plus être procédurale. Procédurale parce qu'il faut comprendre réellement dans quoi, puisqu'on veut parler du droit, Et il y a Baparapé, il y a Agbo qui sont des grands avocats, des grands juristes, qui doivent quand même juger sur des questions de droit. Déjà, au début, on voulait interdire quand même aux avocats de rendre visite à leurs clients, ce qui est totalement absurde, une absurdité totale. À la finalité, on se croit que on a comme l'impression, pour moi, ça c'est un avis personnel qui peut peut-être pas être le vôtre ou bien d'autres, c'est que le gouvernement actuel, après avoir lancé le RAVIP, et qui a constaté qu'au niveau du Front pour le socio-patriotique, il y a eu beaucoup de contestations au niveau du RAVIP, a cherché juste un sujet qui va peut-être donner un non-lieu pour essayer peut-être d'occuper l'opinion pendant que le RAVIP puisse mieux évoluer pendant 1-2 mois, quitte à ce que dès que le programme sera à mi-parcours, on ne puisse plus chercher à peut-être entraver au fonctionnement de cette opération avec Safran qui a été longtemps décrié. Pour moi, c'est la démarche. Il n'y a pas de milliard 14. Parce que à voir le dossier est vide. Quand vous lisez le dossier, vous n'avez pas besoin d'être un gros juriste, vous n'avez pas besoin d'avoir défendu ou bien d'avoir été au prétoire pour savoir que ce dossier est quasiment vide. Parce que quand on parle de commission occulte, vous êtes là, Nadège Gimon, vous êtes là, vous avez été journaliste, vous avez été négocié pour des chaînes de télévision, vous avez été négocié pour des gens. Je suis toujours journaliste, et heureusement. vous savez comment ça se passe partout. Je dis c'est de l'illégalité qui relève de la légalité, ce qu'on reproche aujourd'hui. C'est des choses qui se font de façon qui sont illégales selon les tests de droit, mais qui sont tout à fait légales ou légaux peut-être dans nos faits coutumiers, dans notre quotidien. Donc je ne trouve pas pourquoi on reproche cela à Laurent Métaillon. Merci à vous, Kader Achirou. Je vais finir mes idées pour finir très rapidement, puisque c'est ce que vous avez dit très bien. Rapidement. Laurent Métaillon aujourd'hui est dans une position stratégique. Je pense qu'au niveau de l'opposition, il faut qu'on arrête d'abord de nous brandir l'argument qu'on a arrêté un syndicaliste. Un syndicaliste n'est pas un honorable député. Il ne bénéficie pas d'immunité syndicale. Il n'y a pas d'immunité syndicale, il y a d'immunité parlementaire ou autre. Donc je pense que si Laurent Métaillon a mal géré, il doit être interpellé. Mais qu'on ne l'interpelle pas dans un dossier qui est vide. Maintenant, pour revenir très rapidement par rapport à ceux qui ont été interpellés après, on a comme l'impression que le gouvernement a fouillé dans le dossier. Le gouvernement, je parle de gouvernement parce que à l'instant ou à l'étape actuelle au dossier, on a comme l'impression que ceux qui sont chargés ou qui ont en charge de manifester la vérité ou d'élucider ce dossier ont du mal à faire. C'est vrai qu'il y a eu des échanges de civilité et d'amabilité entre le conseil d'administration et la Banque internationale du Bénin, le directeur général de l'époque. C'est clair qu'il y a eu quand même des échanges de civilité puisque l'autre a avoué qu'il y a eu quand même, il a donné 2,5 millions. Seulement qu'on ne trouve pas encore celui qui a donné. Mais là encore, c'est une version contradictoire parce que le gouvernement qui avait produit un rapport à travers une communication qui a publié dans le Conseil des ministres, parle de 111 millions. Alors qu'ils ont écouté avant de produire ce rapport. Ça, c'est un point d'interrogation qui est un grand. De l'autre côté, Laurent Métaillon qui dit n'avoir pas été écouté. Et c'est maintenant qu'on décide d'écouter Laurent Métaillon. Vous décidez de le président du Conseil d'administration, vous n'écoutez pas le DGA, vous n'avez pas écouté le directeur des affaires financières et comptables, vous n'écoutez pas les gens qui sont prépondérants dans cette démarche. Et vous allez directement vers lui, ça revient au même. Et je pense qu'il est impératif aujourd'hui que le gouvernement actuel, tant il est vrai qu'il veut vraiment être en toute objectivité dans la lutte contre l'impunité et la corruption au Bénin, il y a vraiment des dossiers sur lesquels les Béninois attendent. Les Béninois n'attendent pas qu'on l'élucide des perceptions occultes de 2,5 millions. Non. On veut des dossiers de hauteur de milliards au niveau de Maria de l'État, au niveau des services, au niveau des affaires de Sodeco, ou peut-être les empreintes digitales du chef de l'État lui-même sont de part et d'autre. Parce que pour finir, je dirais,
que le chef d'État actuel, qui a été homme d'affaires, ne peut pas dire que merci à vous, Kadera Chirou. On a compris votre idée. Parce qu'il est homme d'affaires, il doit quand même comprendre ça. Merci à vous. Donc je dis qu'elle, on va parler un tout petit peu de la SONEB. C'est le statu quo à ce niveau-là. Oui, actuellement, je pense que non, le dossier est sous son cours. Le dossier est sous son cours parce que... David de Valola devient quoi? Il est sous mandat de dépôt? Il est placé sous mandat de dépôt. Je pense qu'il sera régulièrement présenté à son juge d'instruction. Mais il reste toujours DG SONEB au Bénin? Non, il a relevé de ses fonctions. Et je pense que là, contrairement quand même à l'affaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a quand même des preuves tangibles. Là, on peut dire que c'est deux affaires très différentes. Et les éléments dont on parle, il y a éléments de preuve. Il y a même quelqu'un qui est passé aux aveux. Dans le cas de la SONEB? Dans le cas de la SONEB, il y a un employé de la SONEB qui est passé aux aveux et qui reconnaît qu'ils ont fait cette pratique-là, mais que son objectif était quand même de plonger le DG qui lui-même avait initié au départ une telle opération. Tout à fait différent de ce qu'on voit de l'autre côté, où on dit ces placements à deux, et heureusement... À la SONEB, c'est des quittances, des fausses quittances. Des fausses quittances, il y a de faux, c'est deux dossiers différents, vous voyez un peu. Donc on va suivre ce dossier-là de près. Merci à vous, Kadera Chirou. Roch Judikel Rouanou, vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. On a fait le débat avec vous ce matin sur Frématin. Merci. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro de Frématin. Portez-vous bien. Au revoir.